Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons détailler la méthode permettant d'obtenir les équations du mouvement d'un objet lorsqu'il est placé dans un champ uniforme, équations que l'on appelle aussi des équations horaires. Et nous allons voir cela au niveau terminal S. Pour pouvoir présenter cette méthode générale, il me faut commencer par vous expliquer comment trouver les primitives de fonctions mathématiques simples. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà cela, dans ce cas vous pouvez avancer rapidement. Les autres, je vais essayer d'être le plus concis possible et de m'en tenir aux primitives des fonctions dont vous pouvez avoir besoin pour établir des équations horaires. Les primitives sont les inverses de ce que vous appelez la dérivée. Donc on va commencer par représenter la dérivée de fonctions simples. Par exemple, lorsqu'on a une fonction avec une constante a multipliée par la variable au carré, notre variable en physique étant le temps, je présenterai tout par rapport au temps, donc ici a fois t au carré. Lorsque l'on prend la dérivée par rapport au temps de a fois t carré, on obtient la constante que l'on garde, multipliée par la variable, et le carré donne un coefficient 2 qui s'ajoute. On obtient 2at. Si on dérive à nouveau cette fonction 2at par rapport au temps, on a une constante 2a fois la variable le temps. Il nous reste donc seulement la constante 2a. Ça, normalement, mathématiquement, vous savez tous le faire en terminale. Prendre la primitive d'une fonction, c'est faire le chemin inverse et remonter. Donc si on part du niveau basique, on a une constante a, simple. Prendre sa primitive par rapport au temps, c'est trouver la fonction dont a est la dérivée. Si on suit en parallèle par rapport à ce qu'on a fait à gauche, on a donc a fois t. On va toutefois rajouter une constante C1 qui peut intervenir. Pourquoi? Parce que si on dérive at plus C1, le terme at redonne bien simplement a. On avait une constante fois la variable, il reste juste cette constante. Et il peut y avoir une constante C1 qui est ajoutée parce que la dérivée d'une constante fait 0. Et du coup, ce terme disparaît lorsqu'on dérive. Lorsque l'on prend une primitive, il faut donc toujours penser à rajouter ce qu'on appelle une constante d'intégration qui peut être présente lorsqu'on prend la primitive. Si on prend à nouveau la primitive par rapport au temps de ce terme at plus C1, on va avoir pour at un carré qui apparaît sur la variable. Mais toutefois, si vous regardez à gauche, lorsqu'on dérive une fonction qui fait intervenir la variable au carré, on a un terme 2 qui doit apparaître dans la dérivée. Donc pour en tenir compte lorsqu'on primitive, il faut faire intervenir dans la primitive un facteur 1/2 devant le terme comprenant la variable au carré. Le terme C1 qui était une simple constante, comme précédemment, donne cette constante C1 fois la variable le temps. Et encore une fois, on rajoute une constante C2 qui peut être présente, puisque la dérivée de C2 donnera 0. Une fois que vous avez ce schéma en tête, donc comment passer d'une constante à la première primitive par rapport au temps, puis à la deuxième, on peut se lancer dans les équations horaires. Un rapide rappel s'impose toutefois sur les relations entre les différentes grandeurs caractéristiques d'un mouvement. On a vu précédemment que la position, qui décrit l'endroit où se trouve un objet, on peut obtenir à partir d'elle la vitesse si on dérive la position par rapport au temps. Et qu'on peut, si on dérive à nouveau la vitesse par rapport au temps, obtenir ce qu'on appelle son accélération. Si on veut établir les équations du mouvement, on va le faire à partir de la seconde loi de Newton qui nous donne des informations sur l'accélération. Et donc pour trouver les informations sur la vitesse et la position, on va devoir faire l'inverse de la dérivée, c'est-à-dire à partir de l'accélération, prendre sa primitive par rapport au temps et obtenir la vitesse, puis en remontant à nouveau en cascade, en prenant à nouveau la primitive, obtenir la position. J'ai dit dans l'introduction qu'on s'intéressait à décrire le mouvement d'objets placés dans un champ uniforme. C'est parce qu'au programme de terminal S, on ne peut vous demander d'établir les équations du mouvement que dans deux cas. Le cas d'un objet possédant une masse placée dans un champ de pesanteur petit g, ou le cas d'une particule portant une charge placée dans un champ électrostatique grand E. Je vais vous rappeler les formules correspondant aux forces subies par le système dans les deux cas. Dans le cas d'un objet portant une masse m placé dans un champ petit g, il subit son poids, noté m fois petit g. Dans le cas d'une particule portant une charge q minuscule
placé dans un champ électrostatique E, on subit la force électrostatique Q fois le champ E. Les vecteurs P ou force électrostatique sont donc de même direction et de même sens que le champ dans lequel ils sont placés. Attention toutefois pour la force électrostatique, même direction, pas forcément même sens, cela dépend de la charge que porte la particule. Si la charge est positive, si Q est positif, la force électrostatique sera bien dans le même sens que le champ E. Si Q est négative, la force électrostatique sera de même direction mais de sens opposé. Il y aura un signe moins qui apparaîtra lorsqu'on écrira Q. Pour la suite de cette vidéo, je vais appeler de manière générale la force exercée sur la particule qu'on observe F. Il peut s'agir ou du poids ou de la force électrostatique selon le cas considéré. La première étape du travail sera systématiquement d'appliquer la seconde loi de Newton au cas considéré, donc un objet avec ses caractéristiques dans un champ uniforme. Ici, on a donc une force F quelconque qui peut être le poids ou la force électrostatique. La seconde loi de Newton, dans le cas où la masse est constante, chose qu'il faudra penser à redémontrer dans vos copies de bac, nous indique que la somme des forces extérieures, c'est la masse de l'objet constante fois le vecteur accélération. On en déduit donc que la force, le poids ou la force électrostatique, dernière fois que je le rappelle, c'est la masse fois le vecteur accélération, et on en déduit donc une expression du vecteur accélération qui est la force considérée sur la masse du système. On possède donc maintenant des informations sur le système, représenté ici par le point matériel M, puisqu'on connaît le vecteur accélération qu'il subit. Du moment où on connaît ce vecteur accélération, on peut commencer à établir ce qu'on appelle les équations horaires en obtenant d'abord les coordonnées du vecteur accélération. Ces coordonnées fourniront deux premières équations qui sont les deux premières équations du mouvement. Pour cela, on va projeter le vecteur A sur les deux axes. Ici, X et Z, certains sujets vous indiqueront X et Y. Le vecteur accélération, on a vu précédemment qu'il valait le vecteur force sur la masse. On va donc projeter sur les deux axes les coordonnées AX et AY et AZ du vecteur accélération. Dans notre exemple ici, attention bien sûr à appliquer cette décomposition au cas que vous avez à traiter. Dans le cas ici, sur X, il y a une projection nulle du vecteur accélération. AX, la coordonnée de A sur X vaut 0. En revanche, sur Z, l'axe Z étant orienté vers le haut, on a une coordonnée sur Z qui vaut la force qu'on a vue précédemment F divisé par M. Le vecteur accélération, on l'a vu précédemment, dérive du vecteur vitesse. À partir du moment où on a les coordonnées du vecteur accélération, on peut donc obtenir les coordonnées du vecteur vitesse en prenant leur primitive par rapport au temps. Le vecteur vitesse, il va donc avoir des coordonnées qu'on va obtenir en prenant les primitives séparément de chaque coordonnée du vecteur accélération. Pour la coordonnée sur x, que l'on notera Vx, dans notre exemple AX valant 0, on obtiendra donc Vx égale à une constante que l'on notera pour l'instant C1. Vz, on va prendre la primitive du rapport F sur M qui est constant. On obtient donc pour Vz, pour Vz, F sur M multiplié par la variable t, plus une constante d'intégration, C2. Les constantes C1 et C2, il faut être capable de déterminer d'où elles viennent. Pour ça, l'option la plus simple systématiquement, c'est de se placer à t égale 0, ce qui supprimera tous les termes faisant intervenir le temps et gardera seulement les constantes C1 et C2. À t égale 0, c'est l'instant où démarre l'étude du mouvement. Et les sujets vous donnent systématiquement des informations sur ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire quelle est la vitesse à l'instant t égale 0. On a souvent des informations sur le vecteur vitesse que l'on notera V0. Dans certains cas simples, ce vecteur V0 est uniquement selon l'axe Z ou selon l'axe X. Dans ce cas-là, c'est très facile. Une des constantes C1 et C2 vaut 0 et l'autre est proportionnelle à V0. Mais dans un cas plus complexe, et ça arrive que ça sorte le jour du bac, dans un cas plus complexe, il faut faire attention à l'angle alpha que fait ce vecteur vitesse initiale V0 avec l'axe des abscisses. Dans ce cas-là, lorsqu'on cherche les coordonnées du vecteur V0, on fait des projections en utilisant la trigonométrie, et on constate que sur X, la projection du vecteur V0 sur X, sa coordonnée, c'est V0 fois cosinus alpha, tandis que sur Z, c'est V0 fois sinus alpha. Donc, à t égale 0, Vx
valence C1 vaudra donc V0 fois cosinus alpha. Vz valence seulement C2 vaudra V0 sinus alpha, ce qui veut dire que la constante C2 c'est V0 fois sinus alpha. Et on obtient donc comme ça des coordonnées pour la vitesse qui dépendent du temps et d'autres termes qui sont parfaitement constants. Ce sont les équations de la vitesse. Le vecteur vitesse étant la dérivée par rapport au temps du vecteur position, on peut obtenir les coordonnées de la position de l'objet en fonction du temps en prenant la primitive par rapport au temps des coordonnées du vecteur vitesse. Ça donne les coordonnées du vecteur position. Sur x, dans notre exemple, attention, toujours dans notre exemple, on avait x qui est égal à v0 cos alpha, une constante. Prendre la primitive d'une constante par rapport au temps, c'est donc obtenir cette constante fois la variable t, plus une constante C3 éventuelle. Sur z, un peu plus complexe, on a deux termes. Un terme pour vz qui dépend de t, et un autre qui est une constante. Pour le terme dépendant de t, on obtiendra donc t au carré lorsqu'on prend la primitive, avec un facteur 1,5 pour tenir compte du carré. Pour la constante V0 sinus alpha, on retrouve V0 sinus alpha la constante fois la variable t, et on rajoute une éventuelle constante C4. Comme précédemment pour la vitesse, si on veut trouver ce que valent les constantes C3 et C4, on va se placer à l'instant initial, quand t est égal à 0, de sorte que le terme V0 cos alpha fois t disparaît, le terme en t carré et le terme en t dans z disparaissent également, et il reste à t égale 0 seulement x égale C3, z égale C4. Logiquement, le sujet vous donne des informations sur la position initiale de l'objet, positions qui sont notées x0 sur l'axe des x. On aura donc x qui est égal à v0 cosinus alpha t plus x0, puisque c'était sa coordonnée à l'instant t égale 0. Et pour z, on aura sûrement une coordonnée z0. Dans ce cas-là, à t égale 0, z vaut z0, et donc c4 vaut z0. Et on obtient donc ces deux équations du mouvement qui correspondent à x et à z en fonction du temps. On dispose donc maintenant d'un total de 6 équations qui sont ce qu'on appelle les équations horaires puisqu'elles sont toutes en fonction du temps. Toutefois, les équations obtenues à la fin sur la position de l'objet en fonction du temps peuvent permettre d'établir ce qu'on appelle son équation de trajectoire. Pour cela, on va se servir de l'équation la plus simple des deux, ici celle sur x qui fait intervenir seulement t sans le carré, pour obtenir une expression du temps en fonction d'une des variables. Alors ça fait ici un cas un peu compliqué, mais la plupart des sujets de bac qui vous demandent d'établir l'équation de la trajectoire n'ont pas de coordonnées x0, ce qui fait une expression de t assez simple. Toutefois, même avec un cas aussi compliqué, on peut s'en sortir, puisqu'on a une expression de t qui est x moins x0 sur v0 cos alpha. Et bien, une fois qu'on a isolé t de cette manière-là, on peut injecter cette expression de t dans l'équation sur z, ce qui fait ici une équation qui est très complexe, pour ça que je dis que la plupart des sujets de bac ne font pas un cas aussi compliqué que celui-là. Mais quoi qu'il en soit, on arrive à une équation qui est de la forme z en fonction de x. Donc, une équation qui correspond à une trajectoire qu'on peut représenter dans le repère spatial zx. Ici, on a bien une équation correspondant à ce qu'on va observer dans le cas d'un objet qu'on lance et qui est ratiré vers le bas, c'est-à-dire une équation d'une parabole, puisqu'on a un terme en x carré et un terme en x. Merci de votre attention. Vous pouvez à partir de maintenant essayer d'établir des équations horaires dans tous les cas que vous rencontrerez en suivant cette méthode pas à pas, mais attention, ça reste une méthode générale. Il faut bien faire attention à utiliser systématiquement la force appliquée à votre cas et les conditions initiales sur la vitesse et sur la position spécifiques à votre cas, ce qui donnera souvent des situations beaucoup moins complexes que celles évoquées ici. Merci de votre attention. À bientôt.